Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les bactéries appartenant à la famille des Streptococcacées. Ces bactéries sont responsables de nombreuses infections. Ces infections sont considérées parmi les plus fréquentes et les plus sévères. La famille des Streptococcacées regroupe plusieurs genres. Nous notons en premier lieu le genre type, genre Streptococcus. En plus de ce genre, il existe d'autres genres, dont le plus important est le genre Enterococcus. Ces bactéries, que ce soit du genre Streptococcus ou Enterococcus, sont sous forme de cocci qui prennent la coloration grain plus, dépourvues de catalase et un métabolisme anaérobie mais aérotolérante, ce qui fait que c'est des anaérobies facultatifs. Au sein du genre Streptococcus, nous avons les streptocoques au sens strict et les pneumocoques. Le genre Enterococcus, quant à lui, regroupe les anciennes streptocoques appartenant au groupe D de Landsfeld, sauf Streptococcus bovis. Cette bactérie a été observée pour la première fois en 1879 par Pasteur. Ce chercheur a pu observer des streptocoques à partir d'un prélèvement de pus provenant d'un abcès chaud. Par la suite, Rosenbach leur donne l'appellation de streptocoque, qui est en relation avec le mode d'assemblage particulier des streptocoques. En 1928, Rebecca Landsfeld a proposé une classification basée non seulement sur les propriétés hémolytiques, mais également sur les caractères antigéniques. Cette classification porte actuellement son nom et elle sépare les streptocoques ou les bactéries du genre Streptococcus en 17 groupes antigéniques. Cette classification a été réalisée en se basant sur un composant majeur de la paroi qui est de nature polysaccharidique ou encore des acides teichoïques. C'est ce qu'on appelle le composant C. Au sein de la classification de Landsfeld, on distingue 17 groupes antigéniques par des lettres majuscules de A à H, de K à M et de O à T. Les streptocoques qui ne possèdent pas l'antigène permettant de les classer sont appelés non groupales. Toujours dans le cadre de l'historique, en 1936, suite à la découverte des antibiotiques, notamment de la famille des sulfamides, et leur utilisation pour le traitement de la fièvre purpurale, qui est une complication postpartum, l'utilisation de ces antibiotiques a permis de baisser d'une manière significative la mortalité suite à cette infection causée par des streptocoques. Les streptocoques regroupent plusieurs ou de nombreuses espèces. Ces espèces peuvent être des pathogènes obligatoires, des parasites. Pour cela, on peut citer les streptocoques du groupe A, C et G de Landsfeld. D'autres streptocoques peuvent être des commensaux de la muqueuse buccale. C'est le cas des streptocoques du groupe B et des streptocoques non groupales et non hémolytiques. Commensales également de la muqueuse génitale, exemple les streptocoques du groupe B, de l'intestin, exemple les streptocoques du groupe D, anciennement du groupe D,
ou également les entérocoques, c'est-à-dire appartenant au genre Enterococcus. En plus de ces streptocoques, comme on le vient de le dire, parasites et commensaux, il existe également des streptocoques saprophytes ou commensaux des animaux. Les caractères bactériologiques des streptococcus ou des streptocoques d'une manière générale sont les suivants. Au microscope, les streptocoques apparaissent sous forme de coques de petite taille, de forme irrégulière et qui se colorent en bleu ou en violet lors de la coloration de grammes. Le mode d'assemblage est typique, évoquant l'aspect de chaînette. D'ailleurs, ça explique l'appellation donnée à ces bactéries. Les streptocoques sont immobiles, généralement capsulés. C'est le cas de Streptococcus agalaxiae, Streptococcus equi, Suis pneumoniae et Uberis. Les streptocoques ne sont pas doués de pouvoirs sporulants, donc elles sont incapables de sporuler. Pour la culture, les streptocoques sont des bactéries exigeantes. Elles ne peuvent pousser que sur des milieux enrichis, avec du sang, frais ou encore du sérum. D'ailleurs, la culture est négative sur milieu ordinaire. Sur les milieux gélosés, il faut que le pH du milieu soit tamponné afin que les streptocoques puissent se multiplier. Bien sûr, à condition également d'additionner des facteurs de croissance contenus ou présents dans le sérum ou le sang frais. La température de croissance optimale est de 37 degrés, mais la culture est possible entre 20 et 44 degrés Celsius. En bouillon, les streptocoques donnent un dépôt ou des flocons et cela évoque l'aspect de mie de pain, ce qui est bien sûr différent de la culture sur milieu liquide obtenue par des staphylocoques qui donnent un trouble homogène. Sur Geloso 100, les colonies sont de petite taille. On les compare à la taille de grains de semoule, translucides, grisâtres et souvent entourées d'une zone d'hémolyse qui est une zone d'hémolyse totale, bêta pour les streptocoques A, C et G. Elle peut être également une zone d'hémolyse partielle, incomplète, appelée hémolyse alpha, chez certains streptocoques, ainsi que d'autres streptocoques peuvent ne pas présenter du tout d'hémolyse. C'est ce qu'on appelle les non-hémolytiques. Ces souches non-hémolytiques, d'ailleurs, donnent sur culture, sur Geloso 100, des colonies d'aspect muqueux, apparaissant comme des gouttes limpides de mucus. Les caractères biochimiques des streptocoques sont les suivants. Sachant que les streptocoques sont des bactéries à métabolisme anaérobie, mais elles sont aérobie tolérantes, comme on le vient de le dire, elles sont aéro-anaérobie facultatives. Les streptocoques ne possèdent pas de catalase, qui est une enzyme respiratoire qu'on peut mettre en évidence en mettant les bactéries en contact avec de l'eau oxygénée dont la formule chimique est H2O2. Si les bactéries possèdent cette enzyme, on observe immédiatement la formation de bulles d'air. C'est justement pour les streptocoques, la bactérie ou les bactéries sont catalase négatives, à l'inverse des staphylocoques qui sont catalase positives. Ce caractère biochimique est un caractère très important car il permet de différencier les streptocoques des staphylocoques.
Concernant la structure antigénique, et comme on le vient de le dire tout à l'heure, les streptocoques sont classés en 17 groupes antigéniques sur la base des composants ou du composant C spécifique de la paroi. En plus de cet antigène, les streptocoques du groupe A de Lancefield possèdent ce qu'on appelle la protéine M, qui est le principal antigène de la paroi. C'est un facteur majeur de virulence parce qu'il permet aux bactéries de résister à l'attaque des cellules phagocytaires. Toujours dans le cadre des antigènes, des caractères antigéniques, les streptocoques, et plus exactement de l'espèce Streptococcus agalaxiae, on note la présence à la surface de la bactérie d'une protéine appelée protéine R. Cette protéine joue un rôle très important dans la colonisation et l'adhésion des bactéries aux épithéliums de la cellule hôte. Concernant les substances élaborées par les streptocoques, on va étudier plus spécialement les substances toxiques ou non toxiques élaborées par les espèces appartenant au groupe A, C et G. Alors, en premier lieu, nous pouvons citer la toxine érythrogène. C'est une toxine exoenzyme qui est lysogène et également pyrogène. Elle n'est sécrétée que par les streptocoques du groupe A, C ou G, c'est-à-dire Streptococcus pyogenes. Les souches responsables de chocs toxiques ou de défaillances viscérales multiples produisent une toxine très proche de la toxine érythrogène. Seulement, elle est appelée la toxine SPE, qui veut dire Streptococcus pyogénique exotoxine. Le mode d'action de ces deux toxines est proche à celle de la toxine TSST de Staphylococcus aureus. Ajoutées à cette toxine, de nombreuses enzymes non toxiques sont également sécrétées par les streptocoques du groupe A, C et G. On note les hémolysines O et S, appelées streptolysines. Elles sont antigéniques, c'est-à-dire induisent la formation des anticorps spécifiques et donnent lieu à la formation, comme on le vient de le dire, d'anticorps chez le sujet infecté, des anticorps appelés antistreptolysines. Deuxième substance ou deuxième enzyme, la streptokinase, appelée également fibrinolysine. Troisième substance, streptodornase, qui entraîne la lyse des acides nucléiques. Ces deux enzymes sont également antigéniques. Elles peuvent être dosées au cours de l'infection à streptocoque lors du diagnostic. La streptokinase est utilisée à des fins médicales, à des fins thérapeutiques pour le traitement des embolies. Tout simplement parce que cette enzyme permet la transformation de la plasminogène en plasmine. Donc, la lyse, si vous voulez, ou la destruction des embolies. L'hyaluronidase, une autre substance libérée par les streptocoques des groupes A, C et G. Et comme pour les staphylocoques, elle constitue un facteur de diffusion du germe et de ses enzymes dans l'organisme. Surtout, ces substances
où ces enzymes sont libérées lors des infections cutanées. Ajoutées à ces substances déjà citées et produites par les streptocoques, il est à noter que les streptocoques du groupe ou des groupes A, C et G produisent également une protéase appelée protéase A. Cette enzyme permet aux bactéries de s'échapper à la réponse immunitaire, notamment à la phagocytose. Il est à noter que les streptocoques sont considérés comme des germes pyogènes, c'est-à-dire capables de donner des abcès, internes ou externes. Bien évidemment, les germes pyogènes numéro 1 sont les staphylocoques, et plus exactement Staphylococcus aureus. Les streptocoques pyogènes sont responsables de la majorité des affections rencontrées suite à des streptocoques. Il est à noter que la réponse immunologique suite à une infection par des streptocoques pyogènes est beaucoup plus complexe que celle de Staphylococcus aureus. Les maladies également provoquées par les streptocoques du groupe A, C et G, sachant que ces streptocoques sont des bêta-hémolytiques, c'est-à-dire qui présentent une large zone d'hémolyse franche tout autour des colonies, bien évidemment cultivées sur gélose au sang frais. Alors, comme je viens de le dire, ces streptocoques ont un pouvoir pathogène similaire et ils sont responsables d'affections suivantes, allant des affections des voies respiratoires supérieures et même des affections aiguës telles que les affections cutanées, muqueuses ou septicémiques. Les bactériémies sont souvent secondaires à une infection locale. C'est le cas de la fièvre purpurale qui fait suite à une infection génitale du postpartum. Il faut citer aussi les endocardites aiguës, les méningites. Le syndrome du choc toxique avec une défaillance viscérale multiple, identique à celui observé parfois lors d'infections causées par Staphylococcus aureus, sont également observés suite à des streptocoques. Il est à noter également que les streptocoques ont été également impliqués dans les affections auto-immunes, telles que le rhumatisme articulaire aigu, RAA, et également la néphrite post-streptococcique. Les streptocoques, en plus de toutes ces infections citées précédemment, sont également responsables d'infections aiguës génitales provoquées par les streptocoques du groupe B. Elles sont également responsables d'infections néonatales sévères chez les jeunes animaux, également de septicémie, de méningite due à des streptocoques du groupe B. Sachant que les streptocoques sont des germes pyogènes, classés en deuxième position après Staphylococcus aureus, donc des abcès de cerveau sont également possibles suite à des infections causées par des streptocoques. Les infections subaiguës
dont la plus classique et la plus grave est l'endocardite due à un streptocoque non groupal comme Streptococcus sanguis ou Streptococcus mitis, d'un streptocoque également du groupe D, S. bovis, d'origine intestinale. Donc, les streptocoques peuvent également causer des cancers coliques et des infections intestinales. Concernant le diagnostic des infections à streptocoque, on commence en premier lieu par le diagnostic direct, c'est-à-dire le diagnostic bactériologique. Et après avoir réalisé un prélèvement aseptique, avant bien sûr d'entamer tout traitement antibiotique, l'examen microscopique révèle la présence de cocci à grains positifs de taille irrégulière et surtout regroupés en chaînettes. La culture, quant à elle, elle doit être réalisée sur des milieux enrichis type gélose au sang. L'origine du prélèvement, c'est-à-dire du site du prélèvement, et la nature de l'hémolyse sur la gélose, hémolyse bêta, alpha ou non hémolytique, oriente le diagnostic. Si le prélèvement provient d'une cavité fermée, telle qu'un abcès fermé, liquide d'épanchement, liquide céphalorachidien, les urines prélevées stérilement, ou s'il s'agit d'une hémoculture, tous les streptocoques isolés à partir de ces prélèvements sont considérés comme pathogènes, même s'ils ne sont pas bêta-hémolytiques. Toujours dans le cadre de diagnostic bactériologique et lorsqu'il s'agit de prélèvements provenant d'une cavité ouverte, seuls les streptocoques bêta-hémolytiques sont considérés comme pathogènes. Bien évidemment, il faut également vérifier que ces streptocoques appartiennent bel et bien au groupe A, C ou G. Car il est noté que certains streptocoques commensaux des groupes B ou D sont bêta-hémolytiques. Pour le diagnostic de la méningite néonatale chez l'enfant, l'application d'une technique basée sur l'agglutination des anticorps antistreptococciques avec le liquide céphalorachidien prélevé du patient est une technique possible de diagnostic. En plus de ces techniques-là, l'utilisation de la caractéristique des streptocoques. Concernant le diagnostic indirect, ce dernier repose sur le dosage dans le sérum des anticorps contre les enzymes des streptocoques. Donc, les enzymes citées précédemment, notamment les streptolysines. Enfin, pour ce qui est du traitement, les streptocoques des groupes A, C et G sont extrêmement sensibles à la pénicilline, notamment également à l'érythromycine. Donc, ce sont les antibiotiques de choix pour le traitement des infections causées par ces bactéries. Les autres streptocoques, et plus exactement les streptocoques non groupales et Streptococcus bovis, sont de sensibilité intermédiaire.
ou résistent carrément à la pénicilline. Donc, il pose un sérieux problème thérapeutique, ce qui oblige d'utiliser des associations de fortes doses de pénicilline à un aminoside tel que la gentamicine. Ayant achevé ce cours, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour des prochains cours.